Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis tellement heureuse de vous retrouver et de célébrer avec vous le fait qu'on a franchi le seuil des 200 000 écoutes pour les 1 an du podcast. C'est juste dingue. Merci pour vos mots doux, merci pour votre fidélité. Vraiment savoir que ce podcast vous aide jour après jour à avoir des prises de conscience puissantes et à faire évoluer votre comportement alimentaire. Il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureuse. Alors aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet et pour commencer, j'ai une question pour toi. Est-ce que t'as l'impression d'avoir dans la tête une to-do list permanente avec 1000 choses à faire? Est-ce que t'as l'impression de devoir toujours tout planifier? Est-ce que t'es celle qui s'occupe de toutes les tâches ménagères et qui doit penser à tout pour tout le monde et pour le bien-être de tout le monde? Alors si oui, il se peut que tu portes un poids extrêmement lourd mais totalement invisible, celui de la charge mentale. Du coup, c'est pas surprenant que tu te jettes sur la bouffe à la fin de la journée quand tout le monde est lavé, nourri, couché et que tu peux enfin souffler un peu. Alors aujourd'hui, on parle charge mentale et on parle de ces to-do list à rallonge qui nous épuisent et nous poussent à nous jeter sur la bouffe. Ce sujet, c'est un sujet que j'ai proposé il y a quelques semaines à mes anciennes du programme Déjeuner en paix dans le cadre de notre suivi mensuel. C'est une sorte de grand mastermind dans lequel on parle de plein d'autres sujets, bien au-delà de la nourriture, parce que grâce au programme, elles se sont libérées de la relation conflictuelle avec la bouffe, elles ont compris que leur relation à la bouffe, c'était juste le reflet, le miroir de tout le reste. Alors, dans notre mastermind, on s'attaque à tout le reste. La charge mentale, c'est quand tes pensées et tes émotions sont surchargées par tout ce que tu dois planifier, gérer et faire. Ça peut vraiment te donner l'impression d'avoir la tête farcie, pleine au point d'en être littéralement essoufflée. Il n'y a plus d'espace pour nous. Et sans surprise, c'est la nourriture qui nous apporte un peu de plaisir et un peu de répit, un peu comme un second souffle finalement. Alors au programme de cet épisode, on va aller identifier ensemble les signes qui montrent que tu souffres peut-être de charge mentale. Et je vais t'expliquer pourquoi les femmes sont plus exposées et comment on en est arrivé là. Et puis on va aller explorer ensemble pourquoi on reste là-dedans. Parce que sous la surface se cachent des motivations inconscientes qui sont par définition pas forcément visibles, mais qui nous rendent malgré nous complices de la situation. Et puis enfin, évidemment, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te donner mes 6 conseils pour s'en sortir. Alors pour commencer, la charge mentale, c'est quoi? C'est toutes les choses que tu dois faire à court, moyen ou long terme et qui encombrent ton esprit. C'est à la fois les vêtements trop petits des gosses que tu vas devoir remplacer, ce rendez-vous chez le médecin que tu dois prendre, ton mec qui a plus de chemise propre, la réservation pour les prochaines vacances, le frigo à remplir ou ces 2 lessives à faire tourner. Mais c'est aussi au boulot, tes dossiers, tes rendez-vous clients, les commandes à passer, les comptes rendus à produire ou la salle de réunion à réserver pour ta prochaine grosse présentation. Ce qui se passe en fait dans ton esprit, c'est qu'il y a une multitude d'interruptions mentales permanentes. T'es par exemple en rendez-vous avec ton boss et un client t'appelle. Ah, note mentale, pensez à rappeler mon client. Mais ça peut être aussi, t'es en rendez-vous avec ton boss et d'un coup, note mentale, j'ai oublié de réserver les billets de train pour envoyer les gosses chez les grands-parents cet été. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qui encombre ton esprit en permanence et qui t'interrompt et finalement fait que t'es là en train de faire un truc mais en fait t'es pas là. Ton cerveau, ton esprit est ailleurs. Et ça devient toxique et pathologique si tu présentes les signes suivants. Si tu te reconnais là-dedans, ça veut dire que vraiment là, ta charge mentale, elle devient vraiment problématique. Donc un des signes, c'est que tu te mets à stresser, même pour des tâches minimes. Dès qu'on te demande un micro-truc, waouh, tu te dis, ça vient se rajouter à tout le reste et ça te fait péter un câble. Un autre signe, c'est que tu fais constamment des listes. Et finalement, tu prends plus de temps à dresser des listes qu'à les exécuter.
Tu penses constamment à autre chose, t'es là, mais en fait t'es pas là. Tu penses à autre chose qui doit se passer ailleurs, à un autre moment. Tu te sens souvent dépassé, fatigué ou stressé par toutes les tâches à accomplir au quotidien. T'as l'impression que t'auras jamais le temps de tout faire. Et vraiment, ça te donne le sentiment de suffoquer et de ne plus savoir par quel bout prendre le problème. Et puis, physiquement, tu peux te retrouver vraiment dans le brouillard. T'as la tête qui est pleine, qui est embrouillée, tu te sens impuissante, ça peut développer chez toi le sentiment d'anxiété. Et puis, globalement, le fait d'être irritable, de te sentir fatigué à la fois mentalement et physiquement. Et ça peut générer chez toi aussi une perte de joie de vivre. T'as l'impression de passer littéralement à côté de la vie. T'es tout le temps dans faire, liste, des choses à abattre. Sur ce sujet, tout le monde peut être concerné. Alors évidemment, les mamans solo, elles sont en première ligne, mais des personnes en couple, des célibes, des parents, des personnes qui sont des proches aidants, des étudiants ou des travailleurs, tout le monde peut être concerné. C'est vraiment un sentiment qu'on peut ressentir autant dans notre vie perso que dans notre vie pro. Mais le fait est que si t'es une femme, t'es plus susceptible de vivre avec une charge mentale importante. Parce que historiquement et statistiquement, les femmes sont plus impliquées dans tout ce qui concerne la planification et la gestion de la famille et de la maison. Le résultat, c'est quoi ? Ce sont des femmes qui explosent littéralement en plein vol. C'est des femmes qui font des burn-out professionnels, mais aussi, on n'en parle pas assez, des burn-out parentaux. Et des femmes qui se ruent sur la bouffe pour respirer et pour lâcher prise. Sont des femmes aussi qui n'ont plus la possibilité de recharger leur batterie parce que la moindre activité, même la moindre activité plaisir, devient une source de charge mentale. Et l'exemple le plus flagrant, c'est celui des vacances. Les vacances, c'est censé être une source d'énergie, justement, un moyen de recharger ses batteries. Mais la réalité, c'est que les vacances aujourd'hui sont beaucoup moins reposantes pour les femmes. Et d'après les sondages, 70% des femmes achèvent leur congé beaucoup plus fatiguées. C'est quand même fou quand on y pense. Et souvent, ce qu'elles disent, c'est l'organisation des vacances, c'est moi aussi. J'organise tout, les étapes, le circuit, les excursions. Et mon mari, il achète les billets d'avion. Mais en réalité, ce qui prend du temps et de l'énergie, c'est l'organisation. Et mon cerveau n'est jamais au repos. Alors, comment on en est arrivé là ? Pour répondre à cette question, il faut se rappeler de l'ancien modèle. L'ancien modèle, c'est un couple dans lequel l'homme travaille et gagne l'argent et la femme s'occupe du foyer, des enfants et des tâches ménagères. Être femme au foyer, finalement, c'était la norme. Mais à partir du XXe siècle, les femmes ont commencé à acquérir des nouveaux droits et à s'émanciper de leur rôle d'épouse et de mère au foyer pour enfin accéder à l'éducation et au marché du travail. Donc avec le féminisme et l'avènement de la parité, les femmes ont quitté les fourneaux pour rejoindre le rang des travailleurs, sauf que le soin du foyer, lui, il n'a pas disparu, il n'a pas été transféré. Donc les femmes se retrouvent avec double travail. Et puis en plus, de jobs peu qualifiés, les femmes sont passées à des jobs plus qualifiés, avec des responsabilités, du stress, du management et une cadence souvent effrénée. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'équilibre pro-perso. Moi, la première, j'organise beaucoup d'ateliers en entreprise sur le sujet. Mais en réalité, c'est un peu un fourre-tout pour dire qu'on veut tout. On veut performer au travail, on veut avoir une vie sociale, on veut passer du bon temps avec nos amis, notre famille, on veut s'occuper des autres et on veut s'occuper de soi aussi. Mais le problème, c'est que ça déborde. Et en général, qu'est-ce qui passe à la trappe ? Le temps pour soi, évidemment. Et on se retrouve à ne plus savoir s'amuser, ne plus savoir se reposer. La vie devient une to-do list permanente, sans début et sans fin. Et on attend des jours meilleurs qui n'arrivent jamais. Alors on mange pour se donner du courage et du réconfort, mais les kilos s'accumulent sur la balance et perdre du poids, mieux cuisiner, aller au sport, me mettre au régime, vient se rajouter à la to-do list en tâche de fond permanente. Et c'est épuisant. Alors on mange encore plus pour décompresser, c'est vraiment un cercle vicieux. Et je mets du sourire en te disant ça, mais franchement c'est la galère et c'est vraiment difficile de s'en sortir. Alors pourquoi on reste dans cette situation ? Mais il y a 3 raisons. La première, elle est, on va dire, culturelle, ça relève de l'éducation. T'as peut-être grandi dans un modèle où ta mère, même si elle travaillait, elle s'occupait du foyer. Donc ce comportement, cette habitude de s'occuper des autres, tu l'as vu chez les personnes qui t'ont élevé, que ce soit ta mère, ta grand-mère, etc.
Et d'ailleurs, même s'il y a une véritable évolution sur ces sujets, selon l'INSEE, aujourd'hui, les femmes, elles prennent en charge 64% des tâches domestiques et plus de 70% des tâches parentales au sein des foyers. Donc cette prise en charge des femmes, elle n'est pas sans conséquences. Comme il y a une gestion vraiment inégale de la vie familiale au sein du couple, les femmes aujourd'hui, elles subissent une charge cognitive beaucoup plus importante. La deuxième raison qui explique qu'on se retrouve là-dedans et qu'on y reste, selon moi, c'est génétique. Alors tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais moi je pense que même si les hommes et les femmes ont les mêmes droits, on n'a pas forcément les mêmes instincts primaires. Et une femme, qu'on le veuille ou non, ça reste un mammifère de sexe féminin, une femelle comme on dit, pour qui s'occuper des petits, c'est instinctif. Et d'une certaine façon, tant mieux, parce que c'est ce qui a assuré la survie de notre espèce depuis des millions d'années. Donc c'est pas juste que les hommes sont fainéants et machos. Et d'ailleurs, beaucoup font de leur mieux. Beaucoup font de plus en plus de choses, mais c'est vrai que le modèle dans lequel nous avons grandi et dans lequel les hommes ont grandi était différent. Et parfois, c'est juste que leurs parents aussi, c'était papa qui bosse et maman qui s'occupe de nous. Donc, ils n'ont pas non plus eu d'autres modèles. Et ils doivent aussi apprendre. Mais souvent, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve dans un modèle hybride, où le partenaire finalement fait beaucoup de choses, mais pour ça, il faut lui demander et lui expliquer. Et ça, c'est terrible, parce que t'as l'impression de déléguer et ton partenaire, il te dit « Mais arrête de te plaindre, tu te rends pas compte, je fais tout ça !» Et pourtant, toi, t'as toujours la tête farcie. Parce que déléguer de cette façon, ça n'allège pas ta charge mentale, et ça, je vais y revenir. Et puis enfin, la troisième raison qui explique qu'on reste là-dedans, c'est notre besoin de sécurité et de contrôle. Tu le sais, ça te rassure quand c'est toi qui fais les choses. T'as l'information, tu vas chez le médecin, t'as le compte-rendu complet. Alors que quand t'envoies ton mec chez le médecin, à part une ordonnance, t'as pas beaucoup plus d'infos. Nous, on aime que les choses soient faites à notre manière. Et c'est simplement notre besoin qui est insatiable d'être rassuré, d'être sécurisé. Et la meilleure façon d'obtenir ce sentiment, c'est de contrôler les choses. Donc ça, je veux vraiment aussi que tu t'en rendes compte. Alors, comment on s'en sort de tout ça ? Moi, j'ai listé 6 points, 6 conseils que tu vas pouvoir appliquer, des prises de conscience que tu vas pouvoir avoir juste dans la foulée de cet épisode. La première chose, c'est d'apprendre à dire non. Alors, je sais, pour beaucoup, c'est pas facile de dire non, mais c'est vraiment une compétence que tu dois développer. Ou au moins au début, rends-toi compte que tu dis oui à tout ou que tu dis oui à trop de choses, que tu dis oui alors que parfois tu as envie de dire non. Je pense que je ferai un épisode entier sur ce sujet. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me dire sur les réseaux sociaux les sujets que tu as envie que je creuse davantage. Mais voilà, le premier point, c'est vraiment d'apprendre à dire non. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est respire. Rends-toi compte qu'à tout moment, le chaos ne se gère que d'une seule façon. Le chaos se gère avec calme, une chose à la fois. Moi, c'est vraiment une phrase qui me guide dans mon quotidien parce que je suis entrepreneuse, je suis maman d'un enfant de 5 ans. Donc, franchement, les to-do list, elles sont longues aussi. Mais quand je me sens dépassée, je respire et je me rappelle que le chaos se gère une chose à la fois. Et je prends quelques secondes. Parfois, ça peut juste être une respiration. On dit souvent prendre du temps pour soi. On n'a pas le temps de prendre du temps pour soi. Mais tout le monde a le temps de faire 2-3 respirations profondes. Et quand tu te sens mieux, quand t'es calmé, tu sens que tes batteries, elles se rechargent. Et tu sais que t'es capable derrière d'abattre énormément de choses. Mon troisième conseil, c'est rappelle-toi que la vie est courte et qu'il faut en profiter aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver demain. La vie est fragile. Donc n'attends pas des jours meilleurs qui n'arriveront peut-être jamais. Mon quatrième conseil, c'est ouvre les yeux sur ton perfectionnisme toxique et ton besoin de tout contrôler. Et viens vraiment observer ce que ça vient rassurer chez toi. Parce qu'en général, c'est vraiment des parties blessées qui ont besoin d'être rassurées de cette façon. Mon cinquième conseil, c'est de comprendre que l'élément le plus important de la charge mentale, c'est la planification. Et vraiment, j'insiste là-dessus, je crois que c'est le point le plus important. Exécuter et planifier, ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire que dans le couple, par exemple, la personne qui va planifier l'exécution des tâches, elle porte une charge mentale beaucoup plus élevée que la personne qui ne fait qu'exécuter les tâches.
Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que tu apprennes à déléguer non pas juste l'exécution de certaines tâches, parce que ça, ok, certes, ça va te donner un coup de main, mais vraiment de déléguer toute la planification. Parce que si tu gardes encore la planification, ça n'allègera jamais ta charge mentale. C'est vraiment toute la planification et toute la gestion que tu dois apprendre à partager et à déléguer en plus de l'exécution si tu veux vraiment soulager ton esprit de façon efficace. Alors pour y arriver, moi je pense que c'est important aussi de se rendre compte de la zone de génie de chacun. Parce qu'effectivement, même si on voudrait que notre partenaire, notre mec fasse la même chose que nous, en réalité, il y a des choses pour lesquelles nous on est doué et il y a des choses pour lesquelles lui est doué et inversement, il y a des choses qu'on ne saura jamais bien faire et que l'autre ne saura jamais bien faire. Donc ça ne sert à rien de se battre et de râler avec ces petits points serrés. La meilleure façon, c'est d'identifier la zone de génie de chacun et vraiment de passer un contrat sur la répartition des tâches. Mais c'est-à-dire la planification complète de la tâche concernée. Que ce soit finances, activités sportives des enfants, ou les repas, ou le ménage. Et d'ailleurs, par exemple, pour le ménage, ça va de l'achat des produits ménagers à l'exécution. Et d'ailleurs, l'exécution, c'est pas une seule personne qui est obligée de le faire. L'exécution, ça peut être appeler la femme de ménage, lui donner les clés, et puis s'occuper de la payer. Ça peut être ça aussi après, derrière la planification et l'exécution. Et enfin, mon 6e conseil, j'ai dit que le précédent était le plus important, mais ça c'est encore plus important, c'est que tu comprennes aujourd'hui que ce qui te fait manger le plus selon moi, c'est pas la liste des choses que tu dois faire ou le travail à abattre. Parce qu'on le sait toutes les deux, t'as beaucoup de volonté. T'as une capacité énorme à déplacer des montagnes. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tu subis. T'as l'impression de pas avoir le choix. Donc, reviens dans la posture du choix. Et c'est pour ça que passer le contrat avec ton partenaire aussi peut beaucoup t'aider. Choisis de faire les choses. Moi, par exemple, dans mon couple, j'aime pas spécialement faire l'administratif. Mais c'est moi qui m'en occupe. Je m'occupe de toutes les tâches administratives et toute la gestion autour de notre enfant. Parce que je sais que c'est là où je suis la meilleure. Donc, je choisis d'y aller. Encore une fois, choisir, ça veut pas dire qu'on aime le faire. Mais on choisit de le faire parce que je sais que par rapport à mon conjoint, je suis dans ma zone de génie. Et lui, de son côté, en fait, il adore faire le ménage, c'est un hygiéniste. Donc, il est dans sa zone de génie quand il planifie et qu'il exécute l'entretien de la maison. Alors, certaines personnes extérieures pourraient dire, c'est pas normal, pourraient lui dire à lui, c'est pas normal, c'est pas à toi de t'occuper du ménage dans la maison. Mais en fait, on s'en cague de la vie des autres. Ne laisse pas les autres te dicter ton comportement. Fais ce qui toi te convient et ce que toi tu choisis de faire. Et vraiment, je t'incite à passer en revue toute ta to-do list. Est-ce qu'il y a des sujets que tu subis, que tu choisis pas, et d'autres que tu choisis de faire, c'est ton choix. Parce qu'encore une fois, ce changement d'état d'esprit, ce changement de paradigme, ça peut vraiment débloquer les choses de façon profonde chez toi. Voilà, j'espère que cet épisode va t'apporter un nouveau regard sur ta charge mentale aujourd'hui, peut-être va contribuer à réduire les tensions avec ton partenaire, parce que je sais que c'est une source aussi de conflit dans le couple, et quand il y a conflit dans le couple, on compense aussi sur la bouffe, tout est lié, encore une fois, tout est lié. Donc j'espère que cette conversation, elle va t'aider à avoir plus de sérénité, plus de légèreté, et à ne plus te jeter sur la bouffe pour décompresser. Si tu as aimé cet épisode et que tu veux soutenir le podcast, rien de plus simple, laisse un commentaire, des étoiles et pense à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode consacré à l'impact de la colère sur la relation à la nourriture. Oui, on ira se concentrer sur cette émotion tellement complexe et je t'expliquerai comment éviter les décharges émotionnelles à travers la nourriture. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.